Dans ce livre, il y a deux personnages principaux, le système 1 et le système 2. Le système 1 est rapide et automatique. Il fait son travail sans aucun effort. Par exemple, vous lisez ce texte automatiquement. Le système 2 est lent et il demande beaucoup d'énergie. Vous utilisez le système 2 quand vous faites un calcul difficile. Le système 1 nous aide à prendre des décisions rapides. Mais parfois il fait des erreurs. Le système 2 peut corriger ces erreurs. Cependant, le système 2 est paresseux. Il préfère laisser le système 1 faire le travail. Comprendre ces deux personnages nous aide à mieux penser. Quand nous faisons deux choses en même temps, notre attention est partagée. Le système 2 demande beaucoup d'effort mental. Par exemple, résoudre un problème de mathématiques est difficile pour notre cerveau. Le système 1 travaille sans effort, comme quand nous reconnaissons un visage. Si nous devons faire attention à quelque chose, nous utilisons le système 2. Quand nous sommes fatigués, notre effort mental est plus faible. Faire deux tâches en même temps réduit notre performance. Par exemple, parler au téléphone en conduisant est dangereux. Notre attention a une capacité limitée. Le système 2 peut faire une seule chose à la fois avec attention. Quand nous apprenons une nouvelle compétence, nous avons besoin de concentration. Avec la pratique, certaines actions deviennent automatiques et passent au système 1. Système 2 est paresseux et n'aime pas travailler dur. Il préfère laisser système 1 faire le travail. Quand nous rencontrons un problème difficile, nous pouvons ignorer les détails. Par exemple, dans une question comme une balle et une batte coûtent 1 euro et 10 centimes d'euros. Beaucoup de gens répondent vite sans réfléchir. Ils disent que la balle coûte 10 centimes, mais c'est faux. La bonne réponse est 5 centimes. Système 2 doit vérifier les calculs, mais il est souvent trop paresseux. Nous utilisons trop souvent des raccourcis mentaux. Ces raccourcis s'appellent des heuristiques. Parfois, ils nous aident, mais parfois ils causent des erreurs. Le contrôleur paresseux ne corrige pas ces erreurs. Pour penser clairement, nous devons forcer système 2 à travailler. Cela demande de l'énergie et de l'attention. Le cerveau économise ses ressources quand il le peut. Le cerveau humain fonctionne comme une machine associative. Quand vous voyez un objet, votre esprit active automatiquement des idées liées. Par exemple, le mot pain peut évoquer beurre, faim ou boulangerie. Ce processus est rapide et se produit sans effort conscient. Le système 1 est le moteur de cette machine associative.
Il relie des idées, des émotions et des souvenirs en un réseau complexe. Quand une idée est activée, d'autres idées associées le sont aussi. Ce mécanisme s'appelle l'amorçage. L'amorçage influence nos pensées et nos actions sans que nous le sachions. Par exemple, si vous voyez le mot manger, vous aurez peut-être faim peu après. La machine associative rend nos réactions rapides et efficaces. Mais elle peut aussi causer des erreurs de jugement. Nous voyons souvent des relations qui n'existent pas vraiment. Kahneman explique que cette machine est essentielle pour comprendre comment nous pensons. Elle montre la puissance des associations dans notre vie quotidienne. L'aisance cognitive est la sensation que quelque chose est facile à comprendre ou à traiter. Quand nous lisons une phrase claire, nous ressentons une aisance cognitive. Inversement, quand une phrase est difficile à lire, nous ressentons une tension cognitive. L'état d'aisance cognitive nous rend plus confiants et créatifs. La tension cognitive active le système 2, qui est plus vigilant et analytique. Le système 1 préfère l'aisance cognitive et évite les efforts inutiles. Nous avons souvent plus de facilité à croire une information facile à lire. Les répétitions augmentent l'aisance cognitive et rendent les idées plus familières. Une impression de familiarité peut nous tromper, car elle n'est pas toujours exacte. Les messages écrits en bleu sur fond rouge sont plus difficiles à lire. Quand le texte est difficile à lire, nous sommes plus critiques. L'humeur heureuse favorise l'aisance cognitive et la pensée intuitive. Les situations nouvelles ou complexes créent une tension cognitive. Comprendre l'aisance cognitive nous aide à savoir quand faire confiance à notre intuition. En résumé, l'aisance cognitive influence beaucoup de nos jugements quotidiens. Nous avons des idées de ce qui est normal dans le monde. Quand quelque chose d'inattendu arrive, nous sommes surpris. La surprise est un signal que notre système rapide a détecté un changement. Après une surprise, nous cherchons automatiquement une cause. Nous pensons souvent que les événements ont une cause unique. Notre esprit aime les histoires simples et claires. Nous trouvons les coïncidences très surprenantes. Mais parfois, les coïncidences arrivent par hasard. Le système lent peut nous aider à vérifier si une cause est réelle. Les normes changent avec l'expérience. Ce qui était surprenant hier peut devenir normal aujourd'hui. Quand une chose anormale se répète, nous l'acceptons. Les causes que nous imaginons sont souvent fausses. Il est important de prendre du temps pour réfléchir. Votre système prend des décisions très rapidement. Il utilise peu d'informations pour agir. Ce système est comme une machine à sauter aux conclusions.
Il croit souvent que les choses sont plus simples qu'elles ne le sont. Par exemple, si vous voyez une personne souriante, vous pensez qu'elle est heureuse. Mais ce n'est pas toujours vrai. Le système ignore les informations qui ne sont pas faciles à voir. Il préfère les histoires cohérentes et faciles à comprendre. Quand une histoire semble logique, le système l'accepte sans vérifier. Cela peut causer des erreurs de jugement. Kahneman appelle cela le biais de confirmation. Nous cherchons des preuves qui soutiennent ce que nous croyons déjà. Il est difficile d'arrêter cette machine. Mais si nous prenons le temps de penser, nous pouvons éviter des conclusions trop rapides. Nous faisons souvent des jugements rapides sans y penser. Ces jugements viennent de notre système qui est automatique. Pour juger la fréquence de quelque chose, nous utilisons la disponibilité. Si un événement vient facilement à l'esprit, nous pensons qu'il est fréquent. Par exemple, nous croyons que les accidents d'avion sont plus communs qu'ils ne le sont vraiment. C'est parce que les images d'accidents sont faciles à se rappeler. Nous utilisons aussi la représentativité pour juger si une chose appartient à une catégorie. Par exemple, nous pensons qu'une personne qui parle doucement est timide. Ce jugement ignore souvent la probabilité réelle. Les stéréotypes viennent de la représentativité. Ces raccourcis mentaux sont utiles mais parfois trompeurs. Lorsque nous jugeons, nous devons faire attention aux erreurs possibles. Quand une question est difficile, notre cerveau cherche une question plus simple. Par exemple, au lieu de calculer un prix, on peut juste regarder le nombre. Ce changement se fait sans que nous en ayons conscience. Le système remplace la question complexe par une question facile. Cela arrive souvent dans la vie de tous les jours. Une question difficile peut être, cette personne est-elle compétente? Le système la transforme en, est-ce que je l'aime? Ainsi, la réponse est plus rapide mais pas toujours correcte. Nous utilisons souvent cette astuce mentale sans le savoir. Cela explique pourquoi nos jugements peuvent être faux. Quand on demande « Combien de rendez-vous avez-vous eu ce mois-ci ?» Le système peut répondre simplement « Pas beaucoup ». Cette réponse évite le vrai calcul. Comprendre cette substitution nous aide à penser mieux. On peut alors vérifier si notre réponse vient d'une question facile. Les gens tirent souvent des conclusions à partir de très peu d'informations. C'est ce que Kahneman appelle la loi des petits nombres. Un petit échantillon peut donner une idée fausse de la réalité. Par exemple, si 3 amis aiment un film, on pense que tout le monde va l'aimer. Mais un petit groupe n'est pas représentatif de tout le monde.
Les résultats extrêmes sont plus fréquents dans les petits échantillons. Kahneman explique que nous ignorons souvent ce fait important. Notre cerveau cherche des modèles même avec peu de données. Cette erreur s'appelle le biais du petit échantillon. Elle nous fait prendre des décisions basées sur des informations insuffisantes. Les chercheurs doivent utiliser des échantillons plus grands pour obtenir des résultats fiables. Mais dans la vie quotidienne, nous oublions cette règle. La loi des petits nombres est un exemple de notre confiance excessive dans les petites preuves. Comprendre cette loi nous aide à être plus critiques envers nos conclusions. Cela peut améliorer notre jugement et nos décisions. L'ancrage est un biais qui influence nos décisions. Quand on nous donne un nombre au hasard, il peut changer notre réponse. Par exemple, on demande à des gens combien coûte une bouteille de vin. Si on leur dit d'abord un prix élevé, ils donnent une estimation plus haute. L'effet d'ancrage fonctionne même si le nombre n'a pas de sens. Dans une expérience célèbre, des participants faisaient tourner une roue. La roue s'arrêtait sur un nombre entre 0 et 100. Ensuite, on leur demandait d'estimer le pourcentage de pays africains à l'ONU. Ceux qui avaient obtenu un grand nombre donnaient des estimations plus grandes. L'ancrage est très puissant et difficile à éviter. Même les experts ne sont pas à l'abri de ce biais. Pour éviter l'ancrage, il faut réfléchir et chercher d'autres informations. Prendre conscience de l'ancrage nous aide à prendre de meilleures décisions. Ce chapitre parle de l'heuristique de disponibilité. Nous jugeons la fréquence d'un événement par la facilité avec laquelle nous nous souvenons d'exemples. Par exemple, les gens pensent que les accidents d'avion sont plus fréquents que les accidents de voiture. En réalité, les accidents de voiture arrivent beaucoup plus souvent. C'est un biais cognitif, parce que les événements dramatiques sont plus mémorables. Les médias rendent certains événements plus disponibles dans notre esprit. Les événements récents sont aussi plus faciles à se rappeler. Les expériences personnelles peuvent fausser notre perception. Si vous connaissez quelqu'un qui a eu une crise cardiaque, vous pouvez surestimer le risque. L'heuristique de disponibilité peut conduire à de mauvaises décisions. Elle est utile pour des jugements rapides dans la vie quotidienne. Mais il faut être prudent quand les enjeux sont élevés. Pensez lentement et vérifiez les faits aide à éviter ce biais. En résumé, notre esprit utilise la facilité de rappel comme un raccourci, mais cela peut être trompeur. Quand les gens pensent au risque, ils utilisent souvent la disponibilité mentale. La disponibilité mentale signifie que nous jugeons la probabilité d'un événement selon la facilité avec laquelle des exemples nous viennent à l'esprit. Par exemple, les accidents d'avion sont très médiatisés, donc ils semblent plus fréquents qu'ils ne le sont.
En réalité, les accidents de voiture sont beaucoup plus courants, mais nous y pensons moins. Les émotions jouent aussi un grand rôle dans notre perception des risques. Quand un événement est très émotionnel, nous le jugeons plus dangereux. Daniel Kahneman explique que cette heuristique de disponibilité peut nous mener à des erreurs de jugement. Par exemple, les gens ont peur des attentats terroristes, mais ils oublient les risques quotidiens. Les médias influencent beaucoup notre disponibilité mentale. Ils montrent souvent des événements rares mais spectaculaires. Cela fait que nous surestimons la probabilité de ces événements. Nous sous-estimons aussi les risques moins visibles, comme la pollution ou une mauvaise alimentation. En conclusion, notre esprit utilise des raccourcis qui ne sont pas toujours exacts. Il est important de reconnaître ces biais pour mieux évaluer les risques. Tom W. est un étudiant diplômé. Nous lisons une description de sa personnalité. La description semble correspondre à un étudiant en informatique. Mais il y a beaucoup plus d'étudiants dans d'autres domaines. Les gens disent souvent que Tom W. étudie l'informatique. Ils ignorent le taux de base, très peu d'étudiants sont en informatique. Kahneman explique que c'est une erreur. Nous préférons utiliser la représentativité plutôt que le taux de base. La représentativité mesure à quel point quelqu'un ressemble à un membre typique. Cela peut nous rendre faux. L'histoire de Tom W. est très claire et facile à imaginer. Les statistiques ne sont pas aussi faciles à considérer. C'est un exemple du heuristique de représentativité. Nous devrions toujours penser au taux de base. Mais notre cerveau préfère les histoires simples. Ce chapitre montre comment notre pensée peut être biaisée. Les chercheurs ont présenté une femme nommée Linda à des participants. Linda est intelligente, active et très intéressée par les questions sociales. On a demandé aux gens quelle était la probabilité de différentes affirmations sur Linda. Une affirmation disait « Linda est caissière dans une banque ». Une autre affirmation disait « Linda est caissière dans une banque et militante féministe ». La plupart des gens ont pensé que la seconde affirmation était plus probable. Mais c'est une erreur logique, appelée l'erreur de conjonction. Une conjonction, deux événements ensemble, ne peut jamais être plus probable qu'un seul événement. L'histoire sur Linda semble plus cohérente, donc elle paraît plus vraie. Notre intuition aime les histoires simples et détaillées. Mais ajouter des détails rend une histoire moins probable, pas plus. C'est le principe, moins c'est plus. Kahneman explique que notre esprit utilise des raccourcis mentaux qui nous trompent. Il faut penser lentement pour éviter cette erreur.
Quand nous écoutons une histoire, nous préférons une cause simple plutôt que des chiffres. Par exemple, si nous voyons un accident, nous cherchons tout de suite une raison. Les statistiques nous disent que beaucoup d'accidents arrivent par hasard. Mais nous ignorons souvent ces données générales. Nous préférons croire qu'une cause précise explique chaque événement. Cela s'appelle le biais de causalité. Notre cerveau aime les histoires avec un début, un milieu et une fin. Les chiffres froids ne sont pas intéressants pour notre esprit. Quand on parle de probabilité, nous avons du mal à les utiliser. Par exemple, un médecin peut penser qu'un malade a une maladie rare à cause de ses symptômes. Mais la probabilité que ce soit une maladie commune est plus grande. Notre esprit préfère la cause à la statistique. Pour penser mieux, il faut d'abord regarder les nombres généraux. Ensuite, nous pouvons ajouter des causes possibles. Cette astuce nous aide à éviter des erreurs. La régression vers la moyenne est un concept statistique important. Quand une performance est très bonne, la prochaine sera souvent moins bonne. Cela arrive parce que la chance et d'autres facteurs changent. Les gens ne comprennent pas bien ce phénomène. Ils pensent que leurs louanges ou punitions ont causé le changement. En réalité, c'est juste un effet statistique naturel. Kahneman donne un exemple avec des pilotes de chasse. Si un pilote fait un très bon vol, on le félicite. Le vol suivant est souvent moins bon, à cause de la régression. Les instructeurs pensent à tort que la critique est plus efficace. Ils ne voient pas que la performance retourne simplement vers la moyenne. Ce biais affecte beaucoup de décisions quotidiennes. Il est important de se rappeler que tout fluctue. La régression n'est pas causée par nos actions, elle est naturelle. Les prédictions intuitives sont souvent trop confiantes. Notre cerveau fait des erreurs quand il prédit l'avenir. Par exemple, nous pensons qu'un étudiant brillant réussira toujours. Mais en réalité, la chance et d'autres facteurs jouent un rôle. Kahneman explique qu'il faut utiliser des règles simples. Ces règles aident à corriger nos biais. Une méthode est de penser à la moyenne. Par exemple, ne basez pas votre prédiction sur un seul cas. Regardez ce qui est normal pour la situation. Ensuite, ajustez doucement votre prédiction. Cet ajustement doit être petit. Kahneman appelle cela corriger l'intuition. Le but est de faire des prédictions plus précises. En domptant nos intuitions, nous évitons de grosses erreurs. C'est utile dans le travail, les études et la vie quotidienne.
Nous croyons souvent comprendre le passé mieux que nous ne le faisons vraiment. Cette illusion s'appelle le biais rétrospectif. Après un événement, nous créons une histoire simple pour l'expliquer. Ces histoires rendent le passé facile à comprendre. Mais elles cachent la complexité et le hasard. Nous pensons que ce qui est arrivé était prévisible. En réalité, beaucoup de choses auraient pu arriver différemment. Notre cerveau aime les histoires cohérentes. Une bonne histoire a un héros, une action et un résultat. Kahneman appelle cela l'erreur narrative. Cette erreur nous donne une fausse confiance. Nous croyons pouvoir prédire l'avenir en regardant le passé. Mais le monde est plein de surprises. Il est important de se rappeler que notre compréhension est limitée. Ainsi, nous pouvons éviter de tomber dans l'illusion de comprendre. Les gens pensent souvent qu'ils peuvent prédire l'avenir avec peu d'informations. Cette confiance est souvent trop forte et sans raison réelle. Kahneman appelle cela l'illusion de validité. Par exemple, un expert peut croire qu'il connaît le résultat d'un match de football. En réalité, ses prévisions ne sont pas meilleures que le hasard. L'illusion vient de notre besoin de croire que nous comprenons le monde. Nous racontons des histoires qui semblent logiques après les événements. Mais ces histoires ne sont pas une preuve de la capacité à prévoir. Les marchés financiers montrent souvent cette illusion. Les investisseurs pensent qu'ils peuvent choisir les bonnes actions. En moyenne, leurs résultats ne sont pas meilleurs que la moyenne. Reconnaître cette illusion peut aider à être moins confiant. Il vaut mieux accepter que l'incertitude fait partie de la vie. L'illusion de validité nous rappelle d'être humble. Dans ce chapitre, Kahneman compare les intuitions des experts avec les formules statistiques. Il montre que les formules simples sont souvent meilleures que les jugements des experts. Un exemple connu est le cas de la prédiction du succès des étudiants. Les formules utilisent seulement quelques facteurs importants et ignorent le reste. Les experts, eux, ajoutent trop d'informations et deviennent confiants mais moins précis. Kahneman raconte l'histoire d'un homme qui se casse la jambe avant un match. L'intuition dit qu'il ne jouera pas, mais la formule ne le sait pas. Alors, dans ce cas, l'intuition est meilleure. Mais en général, les formules gagnent parce qu'elles sont constantes et sans biais. Les experts résistent à utiliser des formules car ils pensent que leur jugement est supérieur. Pourtant, les études montrent que même des formules très simples fonctionnent bien. Kahneman encourage à utiliser des formules pour les décisions importantes. Il faut reconnaître nos limites et utiliser des outils objectifs. La leçon est de ne pas trop faire confiance à notre intuition.
L'intuition des experts est rapide et vient de l'expérience. Un pompier peut sentir qu'un bâtiment va s'effondrer sans savoir pourquoi. Cette compétence repose sur la reconnaissance de motifs dans un environnement stable. On peut faire confiance à l'intuition quand deux conditions sont réunies. Premièrement, l'environnement doit être régulier et prévisible. Deuxièmement, la personne doit avoir eu l'occasion d'apprendre de longues heures. Par exemple, les médecins expérimentés reconnaissent vite une maladie rare. Les joueurs d'échecs experts voient les meilleurs coups presque automatiquement. Dans ces cas, l'intuition est souvent fiable. Mais il faut se méfier quand l'environnement est chaotique. Si les résultats sont lents ou ambigus, l'apprentissage est difficile. Les experts en bourse ne prédisent pas mieux que le hasard. Leur intuition est alors souvent trompeuse. En résumé, l'intuition experte mérite confiance seulement dans des conditions précises. Le point de vue extérieur utilise des statistiques pour prédire l'avenir. Il compare votre projet à des projets similaires déjà terminés. Le point de vue intérieur se concentre sur les détails uniques de votre projet. Les gens préfèrent souvent le point de vue intérieur, mais c'est une erreur. Le point de vue extérieur est plus fiable car il utilise des taux de base. Kahneman donne l'exemple de la prédiction d'un manuel scolaire. Les auteurs ont pensé que le livre serait fini en 2 ans. En réalité, le livre a pris 7 à 10 ans. Le point de vue extérieur aurait dit, les manuels similaires prennent longtemps. Ce biais s'appelle l'erreur de planification. L'optimisme rend les gens trop confiants dans leurs délais. Pour éviter cela, il faut toujours chercher des données extérieures. Le point de vue extérieur vous protège contre les surprises désagréables. Kahneman explique que la confiance excessive est un moteur important de l'économie. Les gens qui sont trop confiants prennent plus de risques dans les affaires. Cette prise de risque peut mener à de grandes innovations. Mais elle cause aussi beaucoup d'échecs et de pertes. Kahneman dit que notre cerveau a un biais de confirmation. Ce biais nous empêche de voir les signes de danger. Les entrepreneurs croient souvent que leur projet va réussir. Ils ignorent les statistiques qui montrent que la plupart des nouvelles entreprises échouent. Cette illusion de contrôle est très forte chez les personnes qui réussissent. Kahneman compare cela à un moteur qui pousse l'économie. Sans cette confiance excessive, il y aurait moins de création d'entreprises. Mais la société paie aussi un prix pour ses erreurs. Par exemple, les crises financières sont souvent causées par trop de confiance. Kahneman conclut que l'optimisme exagéré est à la fois une force et un danger. Bernoulli pensait que la valeur d'un gain dépendait seulement de sa taille.
Mais Kahneman montre que ce n'est pas vrai. La valeur d'un gain dépend aussi de notre point de départ. On appelle cela le point de référence. Par exemple, gagner 100 € quand on n'a rien est très agréable. Mais gagner 100 € après en avoir perdu 200 est moins agréable. Bernoulli n'a pas vu que les pertes font plus mal que les gains ne font plaisir. Cette idée s'appelle l'aversion aux pertes. Les gens ressentent la perte de 100 € plus fortement que le gain de 100 €. Une autre erreur de Bernoulli est de penser que les gens sont toujours rationnels. En réalité, nos décisions sont influencées par des biais. Le modèle de Kahneman corrige ces erreurs en tenant compte de la psychologie. La théorie des perspectives explique comment les gens prennent des décisions quand ils doivent choisir entre des options risquées. Kahneman et Tversky ont développé cette théorie pour remplacer la théorie classique de l'utilité. Les gens ne réagissent pas de la même façon aux gains et aux pertes. Une perte fait plus mal qu'un gain de la même taille ne fait plaisir. Ce phénomène s'appelle l'aversion à la perte. La théorie des perspectives utilise une fonction de valeur en forme de S. Cette fonction est plus pentue pour les pertes que pour les gains. Les gens sont aussi sensibles aux changements par rapport à un point de référence. Le point de référence est souvent la situation actuelle. La théorie montre que les gens ont tendance à prendre plus de risques pour éviter une perte. Par contre, ils deviennent prudents quand ils peuvent gagner quelque chose. Ce changement de comportement s'appelle l'effet de réflexion. Les gens évaluent les probabilités d'une manière non linéaire. Ils ont tendance à surestimer les petites probabilités et sous-estimer les grandes. La théorie des perspectives est un modèle important pour comprendre la prise de décision économique. L'effet de dotation signifie que nous donnons plus de valeur aux choses que nous possédons. Si vous avez une tasse, vous voudrez la vendre plus cher que vous ne l'auriez payée. Les gens n'aiment pas perdre ce qu'ils ont. Cette peur de perdre est plus forte que le plaisir de gagner. Kahneman a fait une expérience avec des tasses et des stylos. Les personnes qui recevaient une tasse demandaient un prix élevé pour la vendre. Les personnes qui n'avaient pas de tasse offraient un prix bas pour l'acheter. Cette différence montre que la possession change notre perception de la valeur. L'effet de dotation est un biais cognitif. Ce biais affecte souvent nos décisions dans la vie réelle. Par exemple, une personne peut garder une vieille voiture parce qu'elle y est attachée. Comprendre cet effet nous aide à faire des choix plus rationnels. Les mauvais événements nous frappent plus fort que les bons événements. Notre cerveau accorde plus d'attention aux choses négatives. Une perte nous fait plus de peine qu'un gain ne nous fait plaisir. Ce phénomène s'appelle l'aversion à la perte.
Nous évitons les risques parce que nous avons peur de perdre. Les mauvaises nouvelles se répandent plus vite que les bonnes nouvelles. Nous nous souvenons mieux des expériences négatives. Quand nous évaluons une situation, les aspects négatifs ont plus de poids. Par exemple, une critique fait plus d'effet qu'un compliment. Cela explique pourquoi nous sommes souvent prudents. Les mauvais événements laissent une trace durable dans notre mémoire. Cette tendance nous aide à survivre, mais elle peut aussi nous rendre trop pessimistes. Kahneman montre que notre réaction aux mauvaises choses est plus forte. Nous devons faire un effort pour voir les bonnes choses. Comprendre cela peut nous aider à prendre de meilleures décisions. Le quadruple schéma montre comment les gens réagissent aux gains et aux pertes. Il y a 4 situations différentes. Quand la probabilité de gagner est élevée, les gens évitent le risque. Ils préfèrent un petit gain certain plutôt qu'un grand gain incertain. Quand la probabilité de perdre est élevée, les gens prennent des risques. Ils espèrent éviter une perte certaine. Quand la probabilité de gagner est faible, les gens prennent des risques. Ils espèrent un grand gain avec un petit investissement. Par exemple, acheter un billet de loterie. Quand la probabilité de perdre est faible, les gens évitent le risque. Ils ne veulent pas perdre même une petite somme d'argent. Cela explique pourquoi nous achetons une assurance. Le quadruple schéma montre que nos décisions ne sont pas toujours logiques. Le système rapide est souvent responsable de ces réactions. Le système de l'an peut nous aider à réfléchir plus calmement. Les gens ont peur des événements rares comme les attentats. Ils pensent que ces événements sont plus fréquents qu'ils ne le sont vraiment. Ceci arrive parce que les médias parlent beaucoup des événements rares. Les images fortes restent dans notre mémoire et influencent notre jugement. Kahneman appelle cela le biais de disponibilité. Quand un événement est facile à imaginer, on le croit plus probable. Par exemple, on a plus peur de mourir dans un accident d'avion que dans un accident de voiture. Pourtant, les accidents de voiture sont beaucoup plus courants. Un autre problème est la négligence du dénominateur. Quand on voit un grand nombre de cas, on oublie la taille totale du groupe. Par exemple, une maladie qui touche 10 personnes sur 100 semble pire que 10 personnes sur 1000. Notre esprit regarde surtout le numérateur, le nombre de cas. Les émotions jouent aussi un grand rôle dans la peur des événements rares. Si un événement nous fait très peur, nous le surestimons. Comprendre ces erreurs nous aide à mieux évaluer les risques réels. Ce chapitre parle de la façon dont nous prenons des décisions risquées. Kahneman explique que nous avons souvent peur des pertes plus que nous n'aimons les gains.
Cela s'appelle l'aversion aux pertes. À cause de cette peur, nous prenons parfois de mauvaises décisions. Par exemple, nous pouvons refuser une bonne offre par peur de perdre. L'auteur propose une solution, utiliser des politiques de risque. Une politique de risque est une règle que vous suivez pour toutes les décisions similaires. Au lieu de réfléchir à chaque situation seule, vous regardez l'ensemble. Cela s'appelle un cadrage large. Le cadrage large vous aide à voir les choses à long terme. Par exemple, au lieu de vérifier vos actions chaque jour, vous les regardez une fois par an. Ainsi, vos réactions émotionnelles sont plus calmes. Les politiques de risque réduisent l'effet de l'aversion aux pertes. En suivant une politique, vous prenez de meilleures décisions pour votre avenir. Les gens créent des comptes mentaux pour suivre leurs gains et leurs pertes. Chaque décision financière est mise dans une catégorie séparée. Par exemple, l'argent gagné au travail est traité différemment de l'argent gagné à un jeu. Cette façon de penser peut mener à des erreurs de décision. Une erreur commune est de dépenser plus facilement de l'argent que l'on n'attendait pas. Les comptes mentaux nous poussent aussi à continuer des projets coûteux. On ne veut pas fermer un compte qui montre une perte. Ceci s'appelle l'erreur des coûts irrécupérables. Les gens continuent à investir dans un projet qui échoue. Ils veulent justifier l'argent déjà dépensé. Pour éviter ces pièges, il faut voir toutes les décisions ensemble. Il faut regarder la situation globale, pas les comptes séparés. Dans ce chapitre, Kahneman explique comment nos jugements peuvent changer complètement. Parfois, une petite différence dans la façon de poser une question peut changer la réponse. Par exemple, quand on compare deux options, on peut préférer l'une dans un contexte et l'autre dans un autre contexte. C'est ce qu'on appelle un renversement de préférence. Kahneman montre que même des experts font ces erreurs. Un exemple célèbre est celui des jeux de hasard. Quand on demande de choisir entre un gain sûr et un risque, la réponse dépend de la formulation. Si on parle de gagner, les gens prennent moins de risques. Mais si on parle de perdre, ils prennent plus de risques. Cela montre que notre système a réagi rapidement aux mots comme gagner ou perdre. Un autre exemple est le problème de Linda, où l'ajout d'un détail rend une histoire plus probable selon nous. En réalité, plus de détails rendent une histoire moins probable. Ces renversements sont importants car ils montrent que nous ne sommes pas logiques. Kahneman conseille de ralentir et de vérifier nos décisions. En comprenant ces renversements, nous pouvons mieux éviter les pièges de notre esprit. La façon dont on présente une situation change notre réaction. Les pertes et les gains sont perçus différemment selon le cadre.
Un même problème peut donner des réponses opposées selon la formulation. Par exemple, on préfère un traitement qui sauve 200 vies sur 600 plutôt qu'un qui laisse mourir 400 personnes. Le cadre négatif rend les gens plus prudents. Les cadres influencent nos émotions et nos choix. Kahneman montre que notre cerveau n'est pas logique quand il s'agit de cadres. Les experts aussi sont sensibles au cadrage. Il est difficile de voir un problème sous un autre angle. Le langage utilisé par les politiciens et les médias exploite le cadrage. Pour mieux décider, il faut changer le cadre mental. La réalité est plus complexe que le cadre qu'on lui impose. Comprendre le cadrage aide à éviter des erreurs courantes. En fin de compte, notre perception de la réalité dépend du cadre choisi. Dans ce chapitre, Kahneman parle de deux soi différents, le soi qui vit les moments et le soi qui se souvient. Le soi qui vit les moments s'appelle le soi expérientiel. Le soi qui se souvient s'appelle le soi mémoriel. Ces deux soi ne sont pas toujours d'accord sur ce qui est bon ou mauvais. Le soi expérientiel vit chaque moment, mais le soi mémoriel garde seulement un résumé. Par exemple, de longues vacances peuvent être agréables sur le moment, mais si elles finissent mal, le souvenir est mauvais. Le soi mémoriel ignore la durée d'une expérience. Il se concentre surtout sur le moment le plus intense et la fin. Cette règle s'appelle la règle du pic et de la fin. Kahneman montre que nos décisions sont souvent basées sur le souvenir, pas sur l'expérience réelle. Par exemple, les gens préfèrent une courte douleur très forte suivie d'une douleur plus faible, plutôt qu'une douleur plus longue mais moins forte. Cela montre que le soi mémoriel peut être trompeur. Notre cerveau transforme notre vie en une histoire. Cette histoire n'est pas un résumé exact de tous nos moments. Elle oublie la durée des événements. Ce qu'on retient surtout, c'est le moment le plus fort et la fin. Cela s'appelle la règle du point culminant et de la fin. Par exemple, un voyage peut être long et fatigant. Mais si la fin est belle, on garde un bon souvenir. De la même façon, une expérience douloureuse semble moins pire si elle finit bien. Kahneman dit que notre soi qui se souvient raconte notre vie comme une histoire. Le soi qui vit ressent les moments, mais le soi qui se souvient les organise. Le soi qui se souvient décide de nos choix futurs. Ainsi, si la fin d'un film est triste, on juge tout le film plus négativement. Cette règle influence aussi notre bonheur général. Pour être heureux dans la vie, il faut donc soigner les fins de nos expériences. Le chapitre parle de la différence entre le bien-être que nous ressentons et le bien-être dont nous nous souvenons. Kahneman explique que nous avons deux moi, le moi qui expérimente et le moi qui se souvient.
Le moi qui expérimente vit chaque moment, tandis que le moi qui se souvient garde une histoire de notre vie. Ces deux moi ne sont pas d'accord sur ce qui rend la vie bonne. Le bien-être vécu est mesuré par la qualité des moments que nous passons. Pour le moi qui expérimente, une longue période de plaisir est meilleure qu'une courte. Mais le moi qui se souvient ignore la durée et se concentre sur les moments forts et la fin. Cela s'appelle la règle du point culminant et de la fin. Par exemple, une expérience douloureuse qui se termine bien peut être jugée acceptable par le moi qui se souvient. Mais le moi qui expérimente a souffert pendant toute la durée de l'expérience. Kahneman pense que pour mesurer le vrai bien-être, il faut regarder l'expérience vécue, pas seulement les souvenirs. Il propose une méthode appelée la reconstruction de la journée. Cette méthode demande aux gens de décrire chaque activité de leur journée et leurs sentiments. Ainsi, on peut comprendre ce qui rend les gens heureux dans la vie quotidienne. En conclusion, le bien-être vécu dépend de l'attention et des émotions du moment présent. Nous pensons souvent à notre vie en général. Mais nous oublions que notre bonheur change chaque jour. Il y a une grande différence entre ce que nous vivons et ce dont nous nous souvenons. Notre cerveau utilise deux parties, le soi qui vit et le soi qui se souvient. Le soi qui vit ressent chaque moment de la journée. Le soi qui se souvient ne garde que les moments forts et la fin. Par exemple, si vos vacances se terminent mal, vous vous souvenez surtout de cela. La règle du pic et fin influence beaucoup notre jugement. Quand on évalue sa vie, on pense souvent au passé et pas au présent. Cela crée une illusion, nous croyons que notre vie est meilleure ou pire qu'elle ne l'est. Les petits moments agréables comptent moins que les grandes émotions. En réalité, le bonheur quotidien vient souvent de petites choses.